Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, émission de CMC Markets qui a lieu tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste technique. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 février 2016 et le titre du jour est Déception des marchés suite au G20. En effet, vendredi dernier, les indices ont échoué sous des résistances et se sont mis en position d'attente du G20. Les investisseurs espéraient que les officiels lors du G20 parleraient des risques sur les marchés, mais parleraient également de solutions. Néanmoins, ce G20 a surtout mis en avant des divergences d'opinion et de politique. C'est la raison pour laquelle nous avons une ouverture en baisse ce matin sur les marchés européens. Nous sommes aujourd'hui la dernière séance du mois de février. Attention donc à d'éventuels faux signaux dus à une clôture mensuelle. Dès demain, début mars, nous verrons si les acheteurs choisissent de reprendre la main ou si au contraire les vendeurs enfoncent le clou. Vous l'aurez compris, en tous les cas, nous sommes actuellement dans des marchés d'une grande neutralité. Depuis maintenant plus d'une semaine, nous avons des excès baissiers, des excès haussiers, mais aucun signal clair n'ont été donnés. Il convient donc de rester relativement neutre et attentiste en attendant que les marchés prennent une direction claire. Bienvenue en tous les cas pour cette matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques, sur le contenu de cette vidéo qui est purement informatif, ainsi que sur les CFD. Je vous laisse en prendre note. J'ai déjà réalisé la matinale en live ce matin. Il s'agit d'ici d'un enregistrement puisque j'ai eu un petit souci technique. Je n'expliquerai donc pas que vous pouvez poser vos questions puisqu'elles n'auront pas lieu dans cette session enregistrée a posteriori. Le sommaire, comme d'habitude, ce sont les dernières news, le calendrier économique, puis le passage en revue d'actifs sur la plateforme. Alors en termes d'actualité, l'indice chinois a terminé en baisse de 3% cette nuit, un plus bas de 12 mois, et nous montre donc que malgré les nombreuses interventions chinoises, eh bien, les indices restent bel et bien baissiers, notamment le Shanghai Composite. Le G20 a mis en avant les risques, mais pas de solution en particulier. Je vous en parlais il y a quelques instants. On a parlé lors du G20 du pétrole bas, de la politique monétaire américaine, du ralentissement chinois. Les risques et les craintes ont été mis en avant. Par contre, des solutions n'ont pas été mises en avant. Goldman Sachs note la forte relation pétrole-action et que la Chine a moins d'impact. En effet, vous voyez l'indice chinois continuer de chuter la semaine dernière et cette semaine. Pour autant, les indices européens et américains ont tenu le choc. Il y a une beaucoup plus forte corrélation entre les actions et le pétrole qu'entre les actions et le marché chinois, comme on avait pu le voir en janvier dernier. Et JP Morgan envisage une poursuite du rebond jusque la BCE du 10 mars. Donc ça, c'est un catalyseur positif dont je vous ai déjà parlé ces dernières semaines. Oui, à court terme, il y a des ombres au tableau, il y a des risques baissiers, risques dont le G20 a parlé. C'est tout cela qui engendre un petit peu d'aversion au risque et de prudence de la part des opérateurs. Néanmoins, vous avez pu remarquer que la phase de rebond débutée il y a une dizaine de jours maintenant continue d'être en place. Oui, les cours échouent sous des résistances, mais les supports tiennent. Nous avons donc une latéralisation des indices en attendant la BCE. Et on n'est pas à l'abri d'une spéculation en amont de la BCE et donc d'une tentative des acheteurs de reprendre la main. Je vous dis ça parce qu'on a ouvert de nouveau sous résistance cette semaine. Il y a des ombres au tableau, je vous en ai parlé. Mais il n'est pas dit que les vendeurs lâchent la main pour le moment, sachant que dans 10 jours, les marchés attendent Mario Draghi et potentiellement un soutien au marché actions. Côté entreprise, Gameloft a jugé l'OPA de Vivendi contraire aux intérêts du groupe. Peut-être qu'il va y avoir des surenchères donc, sur ce dossier. Je vous rappelle que Vivendi avait pris des parts dans Gameloft et dans Ubisoft.
Et c'est la tentative d'OPA de Gameloft qui avait fait monter les cours ces dernières séances. Et pareil sur Ubisoft, il y avait eu de la spéculation, puisque s'il y a eu une OPA sur l'une, il pourrait y avoir une OPA sur l'autre. Mais Gameloft se bat. Gameloft est une société détenue par la famille Guillemot. Et la famille s'est renforcée et ne souhaite pas lâcher la main. Sequana a supprimé son dividende annuel, donc de la même façon où certaines entreprises publiaient des résultats meilleurs que les attentes et montaient très fortement, ou bien de la même façon que certains publiaient des profit warnings et baissaient fortement. Ici, quand Sequana supprime son dividende annuel, elle supprime en fait de la rentabilité pour les investisseurs. Il est donc légitime que le cours en pâtisse et perde 4%. Quand je l'ai regardé tout à l'heure. Eurofins Scientifique, c'est l'inverse, publie un chiffre d'affaires de 2,5 milliards et un dividende en hausse de 10%. Ça, bien évidemment, ça ravit les investisseurs. Le titre prenait 3% tout à l'heure. EDF pourrait voir la vie de ses centrales prolongée de 10 ans. C'est en tous les cas ce qui a laissé sous-entendre Ségolène Royal. Et cela, c'est un bon point pour l'entreprise. Si l'agence nucléaire donne son aval, et donc l'agence de l'énergie, et donc EDF et Areva sont soutenus grâce à ces nouvelles. Et puis côté français, Carmat, société spécialisée dans les cœurs artificiels, va reprendre sa cotation. Carmat avait suspendu son titre jeudi dernier pour lancer une augmentation de capital de 50 millions d'euros, et le titre a repris sa cotation ce jour. Concernant les chiffres passés, on a eu un PIB américain à 1%, donc supérieur aux attentes vendredi. Malgré cela, les indices sont repartis à la baisse en fin de séance, tout simplement parce qu'un PIB bon aux États-Unis, ça renforce les risques de hausse de taux, et une hausse de taux, c'est quelque chose qui a tendance à peser sur le marché action. La hausse de taux, en effet, rend le marché obligataire plus intéressant et rend le marché action moins intéressant. Et donc vendredi, quand on a eu la publication de ce PIB supérieur aux attentes, on a eu des indices qui ont reflué et au contraire un dollar qui s'est renforcé, car qui dit hausse de taux dit hausse de la monnaie. Et puis vendredi, ce week-end, on avait le G20 qui a été, comme je vous l'ai expliqué, un peu décevant, puisque les grands dirigeants de ce monde ont botté en touche sur les solutions pour pallier donc, au manque de croissance et puis au risque dont on a parlé précédemment. Ce jour, à 11h, inflation en zone euro, à 15h45, Chicago PMI, et à 16h, vente de logements US. Ce sont des statistiques de moyenne importance. Les chiffres économiques qui pourraient catalyser l'ensemble du marché, ça commencera demain. Ça commencera même dans la nuit. Cette nuit, nous avons les chiffres australiens, les taux australiens et le PMI manufacturier en Chine. Donc tout ça, c'est des chiffres qui devraient faire décaler les monnaies, donc le dollar australien bien évidemment, et puis potentiellement les indices. Donc attention, si vous prenez des positions aujourd'hui, sachez que cette nuit, il peut y avoir des décalages, et donc il peut y avoir des gaps haussiers ou baissiers d'ici demain matin. Alors, je vais passer sur la plateforme de CMC Market pour vous montrer des graphiques. Ces graphiques disent tous la même chose. Les indices sont baissiers à moyen terme. Depuis 15 jours, ils sont dans un rebond technique. Ici, c'est un graphique horaire du DAX. Donc, depuis 15 jours, on est dans un rebond technique. Et depuis une semaine, on est dans un grand range. Donc, sur le DAX, le range est compris entre 9100 et 9600. On est revenu au milieu de ce range ce matin. Et puis là, les acheteurs payent un petit peu. Donc on voit bien que mercredi dernier, on avait donné des signes de réaction à proximité de support. On a filé droit jeudi et vendredi, on a atteint la résistance, puis les vendeurs ont pris la main, et là on est revenu se caler au milieu de ce range. On a perdu jusque 1,5% ce matin, et puis là les investisseurs se mettent à payer. On est dans un marché neutre qui reste soutenu sur les supports. Donc oui, les vendeurs pouvaient se positionner vendredi, profiter de la baisse, voire profiter du gap en ce début de semaine. Mais après avoir touché ici un support à 9330 points à peu près, donc le pile poil le milieu du range dans lequel on est, les cours réagissent. Si le DAX casse les plus bas du jour, il accélère vers le bas de son range. Si le DAX casse les plus hauts du jour, il viendrait clôturer son gap et remonterait vers le haut de son range. Concernant le CAC 40, c'est la même chose.
La semaine dernière, lundi, échec sous résistance, mardi, baisse, mercredi, accélération. Mercredi soir, on avait noté que les supports avaient été touchés. Jeudi matin, on a noté que les cassures de résistance étaient effectives. Donc jeudi, je vous avais dit qu'on pouvait remonter vers 4300 points et que si 4300 points cassés, on pouvait accélérer. Vendredi, on a accéléré au-dessus de 4300 jusqu'à 4350. Mais le reflux des indices américains en fin de séance a fait redescendre les cours vers les 4300 sous lesquels on est resté ce matin. Si dans les heures qui viennent rapidement on se réinstalle au-dessus de 4300, ça prouvera la présence des acheteurs et le fait que les risques haussiers sont toujours bel et bien présents. Si on stabilise autour de 4300, on restera globalement neutre. Mais force est de constater que les acheteurs tiennent toujours très bien. Et je vais vous montrer pourquoi les acheteurs tiennent bien. Voici le SP500 en données journalières et le SP500, même s'il a échoué sous résistance, il est toujours dans un canal haussier. Le SP500 est monté jeudi dernier, a tenté de passer en force vendredi, il n'y a pas parvenu, il est revenu donc en ce lundi sur support. Il pourrait très bien tenter de repartir à la hausse dans la semaine. Donc, il faut, pour que la hausse reprenne, qu'on accélère et qu'on clôture au-dessus de 1950 sur le SP500. Une cassure des 1920 serait un pré-signal baissier et une cassure des 1900 points serait un signal vendeur journalier. Pour l'instant, le SP500 est neutre à moyen terme, haussier en données journaliers, dans un canal haussier, et tant que ce sera le cas, eh bien, les acheteurs garderont la main sur support. Vous avez donc un SP500 qui est bien, qui reste haussier. Vous avez un 440 qui est neutre en journalier avec un biais haussier puisque les supports sont payés. Et vous avez un DAX un peu moins puissant qui lui est complètement neutre. Voilà, à l'intérieur de son canal baissier de moyen terme. Est-ce que cette semaine, les cours du DAX vont casser les 9600 points ou casser les 9100 points? Franchement, je n'en sais rien. À moyen terme, à échéance 2 semaines, il y a 2 plans principaux de trading éventuellement. Le premier, c'est qu'on parte à la hausse et qu'il y ait des spéculations pré-BCE et donc que le DAX remonte en direction des 10 000 points en espérant des choses de la BCE. Si la BCE lui donne, on peut remonter plus haut. Si la BCE ne fait que baisser ses taux, on pourrait repartir à la baisse. Au contraire, si avant la BCE, il n'y a pas de courant acheteur, il y a des catalyseurs baissiers et des mauvais chiffres économiques, on a des risques de revenir vers les plus bas annuels. Et si on revient vers les plus bas annuels, ça mettrait la pression à la BCE pour délivrer des liquidités au marché qui les attend. Moi, ce que je peux constater, c'est qu'on a des ombres au tableau, l'énergie, la Chine, des choses comme ça, mais à court terme. Et je l'ai bien noté et je vous en ai fait part dès la semaine dernière, les acheteurs sont bien présents. Donc les acheteurs se sont présentés mercredi soir, jeudi, vendredi dernier. Vendredi en fin de journée, il y a eu des prises de bénéfices et en ce début de semaine, le lundi, les investisseurs ne prennent pas de risques et puis ont vendu un peu le marché suite à un G20 décevant. Mais les opérateurs se rendent tout aussi bien compte que les chiffres d'entreprise sont corrects, qu'il n'y a pas de raison de casser les supports pour le moment et que la BCE, c'est désormais dans seulement 2 semaines. Donc, restons factuels. On est toujours dans le processus de rebond technique lancé il y a 15 jours sur les indices. Les supports sont réactifs. Donc oui, vendre des résistances, oui, vendre des cassures d'accélération baissière, mais pas à n'importe quel prix, pas sur n'importe quel seuil. En attendant, les plans haussiers sont préservés tant que les supports sont préservés. On est donc plus ou moins dans le même schéma que la semaine dernière. Achat sur support, vente sous résistance, plus d'intraday que de swing trading. Il n'est pas évident de prendre des positions en swing trading alors que nous sommes justement dans des ranges. Après, bien évidemment, si vous êtes plutôt haussier, le SP500 semble être un des plus forts avec le CAC. Et le plus faible, c'est le DAX. Les acheteurs auront plutôt tendance à privilégier les indices forts, les vendeurs, les indices faibles. Donc voilà. Attendons que le marché soit plus clair. Ce qu'on peut noter, c'est que même s'il a été un peu violent la semaine dernière et qu'aucun signal n'a été donné, ça a été propre quand on attend les vrais supports, les vraies résistances. Celui qui, sur le DAX, fin de semaine dernière, attendait gentiment les 9570-9580 points, pouvait profiter d'un beau point de vente pile poil en haut du range. On a touché pile poil ici le haut du range. Ici, c'est pile poil les 50%.
Donc nous verrons dans les heures qui viennent, soit on casse les plus hauts du jour et on vient fermer le gap et le courant acheteur prend le dessus, soit on vient casser les plus bas du jour et le milieu du range et on reviendra vers les bas de range. Là, à court terme, c'est très neutre. Concernant les actions, j'en parle peu, car quand les marchés restent sous pression, et c'est encore le cas ce matin, il y a peu d'opportunités, à moins de jouer des résultats d'entreprise. Donc Eramet profite du fait que EDF va peut-être avoir ses licences augmentées de 10 ans. Eramet, donc matériaux de base toujours baissière, mais qui réagit et qui tient bien sa zone des 15,50 €, 16 €. Eramet, comme je vous l'ai expliqué, c'est un titre extrêmement vendu qui est passé de 90 à 16, 15 et qui, si elle nous donnait des beaux signaux haussiers, pourrait être intéressante. Pour l'instant, ce n'est que des prémices de rebond. Et donc, pour l'instant, je préfère rester très factuel et attendre des signaux clairs. Eurofins, donc je vous le disais, bon chiffre économique, ça remonte vers les plus hauts. CGG, ça spécule un peu, 6% ce jour. Malgré tout, vous voyez que CGG Veritas a vraiment du mal à se reprendre parce que le pétrole n'arrive toujours pas à se reprendre. EDF reprend un peu de couleur, donc toujours grâce à ces nouvelles sur les centrales, mais vous voyez bien que le titre prend 2% et reste foncièrement baissier pour le moment. Selectis, donc dans les biotech, puisque les marchés tiennent, pour l'instant les biotech tiennent aussi. Et puis dans les baisses, elles sont, je dirais, souvent légitimes. On a Parrot qui est dans une tendance baissière qui s'inscrit dans un biseau descendant et donc on est peut-être en train de faire une rotation de la borne haute vers le support avant éventuellement de sortir de la figure par le haut, puisque les biseaux descendants on en sort par le haut. Il n'y a pas de signal pour le moment. Sopra Group donc était en tendance haussière et puis a cassé sa tendance haussière et depuis le titre chute dans le sens de sa tendance baissière. Spire a baissé tout 2015 et donc baisse naturellement début 2016 puisque les actions ne sont pas recherchées tant que ça. Sequana baisse puisque elle a supprimé son dividende. Donc voilà pour le marché action, j'ai rien de spécial à vous dire là-dessus. Concernant les matières premières, donc on peut noter que l'or reste toujours bel et bien orienté à la hausse. À chaque fois qu'on a eu des replis de l'or sur ces supports, ça relance. Donc vous voyez que de la même façon où les indices tiennent les résistances, l'or tient ses supports. Regardez à quel point l'or casse la semaine dernière, revient faire un pullback sur le triangle, repart, revient faire un pullback sur le triangle et repart. L'or est haussier, dans une tendance de fond haussière. En données journalières, c'est neutre pour le moment, mais vous voyez bien que les plus bas sont de plus en plus hauts. L'or est toujours soutenu. Donc pour ceux qui voudraient jouer les indices à la baisse ou qui voudraient jouer les risques de moyen terme, il est quand même plus facile d'acheter de l'or que de vendre du SP500 par exemple. Vous êtes négatif sur les indices, vous pensez qu'il y a de l'aversion au risque à moyen terme. Si vous achetez de l'or depuis 2 semaines sur les supports, vous faites des gains. Alors que si vous vendez des indices sous résistance, c'est beaucoup moins évident. Donc comme je vous l'expliquais, les indices on navigue à vue, à court terme c'est neutre et il faut attendre des signaux. Certains actifs comme l'or, c'est en tendance, c'est sur support, c'est beaucoup plus facile à mettre à profit. Voilà. Et en fonction de la sortie de l'or, entre 1190 et 1250-60, on aura un nouveau signal majeur de moyen terme qui nous sera donné. Et plus l'or tient, plus il y a des chances que ça se fasse par le nord. Concernant le sucre, je vous en ai parlé la semaine dernière. On a donné des signaux, on a cassé une résistance. La résistance devient donc support. Donc on avait un support ici, le support remonte ici. Ça veut dire que ceux qui sont à l'achat peuvent remonter leur stop s'ils le souhaitent. Et tant qu'on est au-dessus de ce support sur le sucre, eh bien on peut entrevoir la borne haute ici qui est dans 8% de hausse supplémentaire. Donc le sucre, un moyen de se diversifier alors que les indices se cherchent. Alors que les monnaies ne sont pas forcément évidentes, et bien sur les matières premières, que ce soit l'or ou le sucre ou autre, on a des opportunités. Le riz, rien de spécial à dire, et le pétrole, eh bien le pétrole c'est neutre. Voilà, on était baissier pendant 3 mois, on est neutre depuis à peu près 2 mois, on est très neutre entre 27 et 34, on est très 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 neutre entre 28,50 et 31,70. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de signal. Pas de signal, pas de trade swing, et donc patience.
On va peut-être sortir par le haut, mais ça ne se fera pas facilement et ça se fera peut-être avec comme ça un faux signal avant, un retour sur support, ensuite un nouveau débordement. On verra peut-être ça avec les stocks mercredi. En attendant, la neutralité prévaut. Si vous jouez la hausse et des dépassements de résistance, eh bien faites attention. Si ça accélère, n'hésitez pas à remonter potentiellement vos stops. Comme ça, quand on a des faux signaux et des retombées des cours, eh bien vous ne faites pas de pertes. Mais que ce soit les indices ou que ce soit le pétrole, de toute façon, la rigueur doit être la même. Il faut attendre des signaux clairs en cours de clôture. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de signaux majeurs en cours de clôture. Donc voilà pour les matières premières. Un or toujours propre sur support, un sucre en dynamique haussière et un bon moyen de se diversifier, et un pétrole toujours très neutre. Je vais finir cette vidéo avec les devises. Première paire de devises dont je vous parle, c'est l'AUD-NZD. L'AUD-NZD est dans un triangle de moyen terme. Cette nuit, il y a beaucoup de chiffres économiques. Et si les chiffres économiques et le compte-rendu sur les taux de la Banque d'Australie donc sont bons pour le dollar australien, eh bien, le dollar australien pourrait peut-être casser par le haut contre le dollar néo-zélandais. Il y a une résistance ici dans la zone des 1,0880-1,09. Si cette nuit on casse cette résistance en force et en clôture dessus, alors il y aura peut-être une vague haussière naissante sur la paire AUD-NZD. L'AUD-USD, le voici. Alors l'AUD-USD, figurez-vous, il est très amusant car en fait il est très représentatif de ce qui se passe sur les indices boursiers actuellement. Fait numéro 1, la tendance baissière à moyen terme. Fait numéro 2, la tendance haussière de court terme. Fait numéro 3, les échecs sous résistance à court terme. Fait numéro 4, le maintien tout de même d'une tendance haussière en unité de temps journalière. On est exactement dans la même situation sur le CAC. Le CAC est baissier à moyen terme, il est haussier depuis 15 jours, il échoue sous des résistances à court terme, mais il tient aussi ses supports. Donc on a en quelque sorte une compression des cours. Est-ce que les cours vont sortir par le bas dans le sens de la tendance baissière de fond, ou est-ce qu'au contraire on va sortir par le haut sous la forme d'une éjection puissante? Que ce soit sur l'AUD ou les indices, je n'en sais rien, mais la réponse devrait nous être donnée très prochainement par une sortie de ces supports ou résistances. Deux autres paires dont je voulais vous parler. La première, c'est la livre. Pour vous dire qu'il y a deux façons de voir la livre. Première façon de voir la livre, elle est baissière. Baissière contre le dollar. Baissière puisqu'il n'y a pas de hausse de taux en Angleterre alors que la BOE en avait parlé pendant des mois. La livre est baissière à cause des risques de Brexit. Je veux vous inviter sur la livre tout de même à prendre du recul sur un graphique de 30 ans. Et je veux vous inviter à vous rendre compte à quel point la zone des 1,35-1,38 est une zone de très long terme dans laquelle, en 2000 et en 2008, on a fait des points bas majeurs avant de prendre des milliers de points à la hausse. Ma question est donc la suivante. Une fois la baisse opérée et les supports de long terme passés, si le Brexit n'a pas lieu, que fera la livre? La réponse, je pense, s'il n'y a pas de Brexit, ce serait un redémarrage haussier de moyen long terme potentiellement puissant. Donc, on vient de 1,70, on est à 1,3860, le support très long terme est dans 300 points. On vient donc de perdre 3200 points, il y en a 300 sous nos pieds. Le potentiel est-il plutôt baissier ou haussier? Je vous laisse y répondre. En tous les cas, moi, je ne suivrai pas la livre jusqu'au mois de juin, mais à partir du mois de juin, je la suivrai de près. Je ne serais pas étonné qu'il n'y ait pas de Brexit, et s'il n'y a pas de Brexit, je ne serais pas étonné qu'il y ait un rebond de moyen-long terme très puissant sur la livre une fois le vote passé. On verra comment cela s'ajuste. Peut-être que mon avis sur le Brexit évoluera en fonction des chiffres, mais pour le moment, je trouve qu'il est légitime que la livre baisse puisqu'il y a de l'indécision, mais à moyen-long terme, je vous le dis, on approche de supports de très long terme. Et puis l'euro, pour finir cette émission. Donc l'euro, je vous ai expliqué que la semaine dernière, il était à proximité de support, mais qu'il n'avait pas de force, qu'il n'arrivait pas à remonter quand les indices baissaient. Bref, que l'euro n'était pas un véhicule intéressant à court terme. Je vous ai expliqué qu'il fallait que l'euro arrive à violemment casser les indices 50 en fin de semaine dernière pour faire un signal haussier. Il n'en a pas donné. C'est donc les vendeurs qui ont pris la main. L'euro pourrait retourner en direction de sa zone de soutien des 1,0750-1,08 d'ici la BCE dans 10 jours. Et en fonction de la BCE, on verra s'il redonne une impulsion haussière ou au contraire s'il casse et retourne vers ses plus bas annuels à 1,05. Enfin, les plus bas de 2015 du coup. Les plus bas annuels sont à 1,08 et les plus bas de 2015 à 1,05.
Donc voilà, il y a 55, jeudi dernier, il y avait 50-50 en termes de position des particuliers sur l'euro. Parce que le PIB a été bon et a tiré le dollar à la hausse, toutes les paires en dollars ont reflué un petit peu, l'euro y compris. Comme je vous l'avais expliqué, l'euro n'était pas évident à jouer ces dernières séances. Il n'était pas intéressant à jouer pour son caractère inverse aux indices, puisque même quand les indices baissaient, il n'arrivait pas à remonter clairement. Donc je pense que l'euro est clairement comment dire, il est déjà empêtré dans la logique de spéculation pré-BCE qui se tiendra dans 11 jours. Donc je pense que, voilà, à moins de chiffres économiques négatifs pour les États-Unis qui viendraient à peser sur le dollar, pour l'instant l'euro reste sous pression, que les indices soient haussiers ou baissiers. J'attends donc gentiment qu'il arrive sur des zones clés, qu'il fasse des réactions haussières ou baissières majeures. Pour l'instant, il est baissier, les baissiers ont la main et il se dirige en direction des 1,08. On verra s'il est réagi ou non. Et puis, petit retour sur les indices pour finir. Donc, on voit bien que le CAC 40 tient le choc. Il a gapé à la baisse. On est revenu tester le gap à 4300 points. Si cet après-midi, le CAC reprend les 4300 points et vient s'installer au-dessus, l'appétit pour le risque continue et les risques haussiers sur le SP perdurent. Si au contraire on bloque sous 4300 et on vient plutôt se stabiliser vers la zone des 4260-70, eh bien on va attendre les chiffres américains pour connaître la suite. En bref, voilà un petit range 4250-4310 dirons-nous. Si on repart au-dessus de 4310, c'est que les acheteurs reprennent bel et bien la main à court terme. Et si on casse 4250, ce sont les vendeurs qui prennent la main à court terme. Pour l'instant, ça reste très neutre, ça reste dans des ranges. Et je vous rappelle donc pour finir que le DAX est moins fort que le CAC. Vous voyez, le CAC est venu faire un nouveau plus haut en séance il y a un quart d'heure, alors que le DAX, lui, a échoué sous ses plus hauts. Donc les vendeurs ont tendance à privilégier le CAC parce qu'il est plus fort. Les acheteurs ont tendance à privilégier le CAC parce qu'il est plus fort. Et les vendeurs à préférer le DAX, puisque lui, vous voyez, il a bien échoué sous résistance en fin de semaine dernière, gapé à la baisse, accéléré, et même quand il remonte là, il ne casse pas ses plus hauts du jour et reste baissier. Donc la zone de neutralité sur le DAX, c'est 9330, 9450. Si on sort par le haut, on remonte vers les plus hauts. Si on casse par le bas, on retourne vers les plus bas. Pour l'instant, pas de direction claire. On est lundi, on est la dernière séance du mois, on a peu de chiffres économiques. Je pense que d'ici demain, avec les chiffres chinois cette nuit, avec peut-être des cassures et des accélérations sur les indices, on pourrait avoir du nouveau, des choses plus claires à faire. Pour le moment, même discours que la semaine dernière, les traders intraday jouent les supports résistance, les traders en swing jouent le range journalier ou bien s'abstiennent en attendant des signaux clairs. Mais en tous les cas, on est dans un marché qui reste très indécis et ouvert à tous les scénarios. Voilà, sur ce, je clôture cette matinale. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne séance de trading, un bon début de semaine à tous. Vous avez un programme d'émissions chargé cette semaine. Demain matin, la matinale. Demain soir, un webinaire sur les annonces économiques. Jeudi soir, un webinaire spécial sur le pétrole. Vendredi, un live pour le NFP. Donc voilà, ce sera une semaine à rebondissement et à webinaire. Je vous invite à vous inscrire sur le site de CMC Market dans la rubrique formation. Voilà, sur ce, bonne journée à tous et à demain, 10h tapante pour la matinale.